Salut tout le monde et bienvenue dans Statch, votre émission qui revient sur les 30, j'allais dire n'importe quoi, sur les 10 meilleurs catcheurs de la WWE du mois qui vient de s'écouler. C'est le premier épisode et comme vous pouvez le constater, il y a un petit changement dans le style, dans le sens où c'est pas scripté. C'est d'ailleurs un comble quand on y pense que la seule émission qui soit pas scriptée sur ma chaîne soit une émission qui parle de catch. Parce que du coup c'est ironique. En revanche, la semaine qui vient de s'écouler ne compte pas comme la dernière semaine du mois de mai, mais comme la première semaine du mois de juin, donc tout ce qui vient de se passer cette semaine, on va l'aborder dans le statch du mois prochain, le statch de juin finalement, ce qui est très difficile à dire. Alors normalement, n'importe qui peut suivre cette émission, je vais m'arranger pour être le moins catchesque possible, utiliser du vocabulaire très simple, très mainstream, le courant principal, mais si jamais vous êtes largué, si jamais il y a des termes que j'utilise que vous ne comprenez pas, vous pouvez aller sur la chaîne Links Off où il y a une vidéo qui s'appelle, sauf erreur de ma part, le catch 2. Comment ça marche, et cette vidéo revient sur les règles de base, les trucs très principaux de comment ça fonctionne le catch. Et on est parti pour le programme principal avec, en numéro 10, nous avons Velveteen Dream. Velveteen Dream qui a commencé il y a 3 semaines une rivalité avec Ricochet. J'ai longtemps hésité avant de savoir quel homme j'allais placer à la 10e place. Il y a 2 semaines, ils ont eu un match excellent où... Attends. Je vais essayer de vous le faire parce qu'il y a un spot que j'ai particulièrement aimé et vu que j'ai pas le droit de mettre des vidéos, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors Ricochet, Velveteen Dream, Ricochet a envoyé Velveteen Dream en dehors du ring, je suis nul à chier. Il allait pour faire un plongeon entre les cordes pour tacler Velveteen Dream à l'extérieur, sauf que sur le chemin retour, il a vu que Velveteen Dream revenait dans le ring et ce qu'il a fait, c'est qu'il est sauté sur ses mains, il a rebondi contre les cordes, il a fait un salto arrière, plum, il a atterri en mode Spider-Man, tu sais, voilà, un genou à terre, une main à terre, et du coup ils se sont retrouvés face à face avec Velveteen Dream qui venait de rentrer dans le ring, et c'était incroyable comme match, le match était incroyable. Cependant, il a été interrompu par Lars Sullivan qui ressemble beaucoup à Shrek. Les deux hommes ont voulu avoir un match handicap, c'est-à-dire à 2 contre 1 contre Lars Sullivan, mais c'est là que Velveteen Dream a attaqué Ricochet comme un petit fourbe, une petite fourbasse, le petit fourbasson. J'aime les traîtres, j'aime les méchants, j'aime les gros connards. Je te regarde pas spécialement, Jérém, j'aime les gros connards d'une façon générale. En numéro 9, nous avons Pete Dunne. Pete Dunne qui a été dans une rivalité avec Undisputed Era, qui est de loin mon équipe préférée en ce moment à la WWE. Là aussi, j'ai hésité entre mettre Undisputed Era ou Pete Dunne. J'ai choisi Pete Dunne parce qu'il a gagné les matchs de cette rivalité. Respectivement contre Roderick Strong, puis en équipe avec Danny Burch et Oney Lorcan contre Adam Cole, Kyle O'Reilly et Roderick Strong. Puis j'aime beaucoup Pete Dunne, le champion du Royaume-Uni. Je trouve qu'il est bien, je trouve qu'il est chouette. J'allais dire une bonne tête, non, il a pas du tout une bonne tête, regardez, il a l'air de vouloir vous péter la gueule quoi que vous fassiez dans votre vie. À la 8e place, on retrouve Shinsuke Nakamura. Nakamura a totalement réinventé son personnage. Maintenant, son passe-temps, c'est de latter les couilles, les testicules, finalement, la partie boulière de la personne d'AJ Styles. Et là, ce coup-ci, j'hésite pas parce que autant Nakamura, il brille en ce moment dans la rivalité qu'il a avec AJ Styles, autant AJ Styles, il fait les pires promos, je crois, en ce moment. Pour déconner, Nakamura dit « Ouais, vu que je choisis la stipulation, ce sera une bataille de polochons. » Bon, la vanne vaut ce qu'elle vaut. Là-dessus, le surnom de Nakamura, c'est le King of Strong Style. Là-dessus, AJ Styles dit « Ah ouais, j'ai toujours su que t'étais le King of Soft Style. » Il a littéralement fait comme ça. À la 10, 9, 8, 7e place, nous retrouvons Braun Strowman. Braun Strowman qui aurait été vachement plus haut placé si j'avais commencé ces classements-là il y a quelques mois. Ils en font plus grand chose de Braun Strowman, c'est-à-dire qu'ils l'ont foutu dans une impasse. Ils l'ont présenté comme un catcheur totalement invulnérable, et quand ils auraient pu lui donner un match de championnat, ils l'ont pas fait. Mais il continue d'être toujours aussi marrant. C'est l'avantage de Braun Strowman, c'est que même quand ses histoires vont nulle part, lui, il arrive à être divertissant. Notamment là, la semaine dernière, quand on lui a annoncé qu'il avait un match contre Finn Balor, il a pris une pomme et il a écrasé la pomme à main nue, bras tendus. C'est quelque chose... Je ne me figure pas la force qu'il faut pour écraser une pomme. Je suspecte qu'elle était un petit peu faite. Ça reste écraser une pomme à une main. Cet homme est effrayant. À la 6e place, nous retrouvons The Miz, qui a été excellent ce mois-ci, mais qui a été excellent sur le ring. Et ça, c'est assez... inhabituel, faut pas déconner, mais c'est pas commun chez The Miz. Il a eu le seul bon match de Backlash contre Seth Rollins. Il a gagné sa place à Money in the Bank de justesse contre Jeff Hardy avec un finish qu'on voit jamais à la WWE qui était hyper inventif et le match était hyper bien construit aussi.
Et la semaine dernière, oui, il a eu un excellent match contre Biggie du New Day aussi. Et au micro, c'est toujours une tuerie, le Miz TV de la semaine dernière au sujet du New Day. J'ai adoré, mais c'est parce que The Miz n'a plus rien à prouver au micro. Au 5e et 4e place, je vais avoir besoin de vous faire un peu d'histoire parce que vous pouvez pas suivre si vous connaissez pas déjà un petit peu ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Tu me fais des petits signes? D'accord. Laissez-moi vous raconter l'histoire de DIY. Johnny Gargano et Tommaso Ciampa étaient non seulement des partenaires sur le ring, mais également de très bons amis. Jusqu'à ce que Tommaso Ciampa se blesse, et les rumeurs commencent à circuler sur qui va le remplacer dans DIY. Ciampa revient, il a un match en équipe avec Johnny Gargano contre d'autres équipes, il finit pas le match en pleine forme, et il démonte la gueule de Johnny Gargano à la surprise générale. Il explique que c'est parce qu'il a vraiment très mal pris qu'on essaye de le remplacer, que Johnny Gargano allait le remplacer, c'était sûr, c'était une question de temps. Mais comme il était blessé, il allait pas revenir encore avant un moment. Johnny Gargano a fait sa carrière en solo, du coup derrière, vu qu'il y a eu une trahison, il pouvait plus se faire confiance. Johnny Gargano a eu un match pour le titre, il l'a perdu. Il a voulu un rematch, on lui a dit non, il a dit je vous propose un match titre contre carrière. Si je perds, je pars de la NXT. Tommaso Ciampa est intervenu dans ce match et l'a fait perdre. Donc il était viré. Bref, c'est une rivalité extrêmement intense qui s'installe entre les deux hommes depuis plus d'1 an maintenant. Et ce mois-ci, on a eu la suite de cette histoire. À la 5e place de mon classement de ce mois-ci, on retrouve Candice LeRae. Ça sonne beaucoup mieux quand tu parles pas français. Candice LeRae, qui est donc la femme de Johnny Gargano et qui a vachement bien joué la rivalité en l'absence de Johnny. Parce que Tommaso Ciampa a encore agressé Johnny juste avant ce mois-ci. Il y a 2 semaines, la musique de Johnny Gargano retentit alors qu'il était absent depuis 2 semaines. C'est Tommaso Ciampa qui rentre sur le ring. Gros enfoiré. Il commence à parler comme quoi il est très fier de ce qu'il a fait, qu'il en a rien à foutre que les gens soient pour Gargano, qu'il l'a détruit en tant qu'homme, qu'il catchera plus jamais. Arrive Candice. Candice dit à Tommaso écoute, je te reconnais pas, je ne sais plus qui tu es. Il y a Tommaso Ciampa en face qui le regarde et qui fait Candice lui dit t'étais même là pendant notre mariage, et c'est vrai qu'il était le vrai mariage de Johnny Gargano et Candice, là pour le coup c'est pas scénarisé. Tommaso Ciampa dit ouais d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi tu l'as épousé, je suis infiniment plus un homme qu'il n'a jamais été, lui c'est qu'un, et là-dessus Candice lui fout une mandale dans la gueule mais elle a bien claqué celle-là. Bref, Candice LeRae a vachement bien joué son rôle dans cette rivalité qui est de loin la meilleure storyline à la WWE en ce moment. Ce qui nous amène à la 4e place, Tommaso Ciampa lui-même, et je vais vous parler de ce qui s'est passé la semaine suivante. Johnny Gargano revient avec une Minerve, il explique qu'il va dire quelque chose qui est pas facile à dire, mais qu'il faut qu'il le dise parce qu'il doit penser à son avenir. Bref, il implique qu'il envisage la retraite, et en fait Johnny Gargano se laisse porter par le public, et il dit non, je prendrai pas ma retraite. Tommaso, si tu m'entends, je sais que tu m'entends, je sais que tu es en coulisses, tu montes maintenant et on règle ça tout de suite. Alors évidemment Candice, parce qu'ils s'étaient mis d'accord avant, Candice lui dit non c'est peut-être pas une bonne idée, je te rappelle que t'es blessé. Tommaso débarque, des arbitres éloignent Johnny pour pas qu'il se blesse. Candice le ramène, essaye de le ramener en coulisses, évidemment Johnny hésite, et Tommaso commence à dire à Johnny c'est ça, sois un bon garçon, écoute ta femme, retourne en coulisses. Ça n'a pas plu à Johnny qui du coup va vers le ring, grimpe sur les abords du ring, Tommaso Ciampa lui met boum, un coup d'épaule, et Johnny tombe sur Candice. Ce que je trouve très mesuré dans cette histoire, c'est que la violence n'a pas été la bonne approche. Et c'est rare qu'ils fassent preuve d'autant de mesure à la WWE dans leur scénario. C'est-à-dire que Johnny aurait mieux fait d'écouter Candice dès le départ. Candice était la voix de la raison dans ce truc-là. Et c'est pour ça que je mets Tommaso un tout petit peu plus haut que Candice dans mon classement du mois, parce que Tommaso Ciampa a vraiment bien joué le rôle du méchant. C'est-à-dire qu'il a vraiment joué le tentateur, ça se dit? Le tentateur... Ensuite, on passe à la 3e place avec Kevin Owens du côté de Raw. Kevin Owens qui commence à manipuler son petit monde côté Raw, c'est-à-dire que il a exigé de Kurt Angle, le general manager de Raw, un match de qualification à Money in the Bank. Kurt Angle lui a dit non. Kevin Owens a dit c'est pas grave, je connais quelqu'un de plus haut placé. Il a appelé Stephanie McMahon commissaire de Raw, c'est-à-dire le stade hiérarchique au-dessus de general manager. Il a eu son match et il l'a gagné. Et il sera à Money in the Bank, cette espèce d'enfoiré. En 2e place de ce mois-ci, Finn Balor, my boy Finn Balor, qui a été excellent, mais Finn Balor il est excellent absolument tout le temps. Il a eu un match exceptionnel contre Seth Rollins la première semaine. La 2e semaine, il a gagné sa place à Money in the Bank contre Roman Reigns et Sami Zayn. La 3e semaine, non, sa 3e semaine elle était nulle, mais ça arrive. Et la 4e semaine, donc la semaine dernière, je pense qu'il a donné son meilleur match à Braun Strowman. Et c'est délicat parce que comme je vous ai dit, Braun Strowman il est vraiment
Il est vraiment caractérisé comme le personnage imbattable, le monstre, le « Je suis Braun Strowman, je suis très fort, regardez-moi soulever des ambulances !» et écraser des pommes du coup à main nue. Il a réussi à ce qu'on doute du résultat, c'est-à-dire que pendant un moment je me suis dit est-ce que Finn Balor va devenir le gars qui a battu Braun Strowman? Non, mais j'y ai cru. D'ailleurs regardez-le, c'est extrêmement stressant, ce type est tout ce que je ne serai jamais. Avant d'aborder le numéro 1, nous allons revenir sur les mentions déshonorables de ce mois-ci, qui sont toutes les 3 à Raw. Mention déshonorable numéro 3, Brock Lesnar. Je vous dirais bien qu'est-ce qu'il a fait de particulièrement nul ce mois-ci, mais on l'a pas vu ce mois-ci. C'est le champion universel. C'est-à-dire que c'est un des 2 titres les plus importants à la WWE. Ce serait bien qu'il soit là. J'ai rien contre le fait qu'il se batte pas toutes les semaines. Le titre a pas besoin d'être remis en jeu toutes les semaines. Par exemple, Aleister Black, qui est le champion de la NXT, il a juste fait une promo et on lui demandait ça a changé quoi dans votre vie d'être champion de la NXT. Ça a changé que maintenant il y a une énorme cible sur mon dos et je vois que Ricochet et Velvet Dream se battent pour devenir les aspirants numéro 1 au titre. Faut pas qu'ils oublient que celui des 2 qui gagne, c'est lui qui devient la cible. Voilà. Il suffit de ça. L'important c'est de rappeler que le champion est là. Quelqu'un qui vient de découvrir le catch, qui découvre le catch début mai, tu lui dis Brock Lesnar, il ne voit pas qui c'est. Et moi je trouve ça nul. C'est un champion quoi. À la 2e place de mes mentions défavorables, Nia Jax, championne de Raw. Elle était là. Alors vous allez me dire, si elle était là, pourquoi est-ce qu'elle est moins bien placée que Brock Lesnar? Bah parce que elle, son personnage, il y a plus rien. Je me demande si c'est pas le personnage le plus mal écrit de la WWE en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, c'était un monstre, c'est-à-dire elle est énorme, elle est baraque, elle vient, elle te pète la gueule, elle repart. C'était un peu la Braun Strowman, toute proportion gardée de la division féminine. À WrestleMania, c'est devenu la victime de harcèlement qui arrive à vaincre sa harceleuse et qui du coup devient une espèce de porte-étendard contre les bullies. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Si vous voulez, c'est un rôle de David et Goliath, seulement le problème c'est que ils ont essayé de faire en sorte que la plus grande, la plus grosse, la plus imposante soit David. Du coup ça marche pas. Et maintenant, ils savent pas quoi en faire. On a une championne qui ne fait rien. Bref, cette histoire ne va nulle part, et parlant d'histoire qui va nulle part, est-ce qu'on n'aborderait pas le sujet de Bobby Lashley? Alors Bobby Lashley, il y a 3 semaines, il nous a été annoncé qu'il avait 3 sœurs, mais en fait Bobby Lashley est un très mauvais acteur, donc ce qu'ils auraient dû faire, c'est juste, vas-y, sois le tas de muscles que tu es et pète tout le monde. Tu vois, un espèce de 2e Braun Strowman, en moins... Non, même pas en moins imposant, c'est vraiment... Ça aurait pu donner Aïe. Le clash des titans. Il raconte des anecdotes d'une part super chiante et d'autre part super glauque sur ses sœurs. Et alors je me suis dit, cette interview, bon bah c'est raté mais c'est pas grave. La semaine suivante, Sami Zayn a dit « Hey Bobby Lashley, t'as menti au sujet de tes sœurs et je vais montrer ta vraie nature. » Je me suis dit merde, c'est pas fini. La semaine suivante, Sami Zayn fait venir 3 gars habillés en femmes sur le ring. Sami Zayn interviewe ces femmes. Enfin ces femmes, ces gars du coup. Au début, ils utilisaient une voix très aiguë, genre... Oui, Bobby Lashley nous... Enfin, c'était insultant pour tout le monde, c'était horrible. Bobby Lashley, en fait, il m'a tapé. Vraiment, j'ai passé une enfance très difficile à cause de lui. Pénible, inintéressant, et bref. Bobby Lashley intervient, on s'est dit, ouais, il va péter la gueule à Sami Zayn pour avoir insulté le nom de ses sœurs. Bobby Lashley qui est mort de rire, qui dit « Oh, c'est très très bon, regarde celui-là, il a une moustache, donc ça se voit bien, c'est pas une femme, c'est pas grave, je chante du cadre, ça m'énerve. » Bobby Lashley commence à péter la gueule à Sami Zayn, les 3 gars pètent la gueule à Bobby Lashley pète la gueule aux 3 gars. Et on finit sur un gentil qui tabasse 3 mecs déguisés en femmes. La WWE met en place tout un programme contre le bullying, c'est-à-dire contre le harcèlement, contre le... C'est ça, c'est le mot qu'on a en français, harcèlement, c'est ce qui convient le mieux. Et ouais, non, je les trouve hyper hypocrites à ce niveau-là, mais leur campagne anti-bullying et surtout leur campagne de promotion des femmes, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans qui m'agace pas mal. Bobby Lashley, mention défavorable du mois, fais quelque chose de ta vie, surtout que t'es revenu à la WWE le mois dernier, quoi. Les scénaristes de la WWE ont foutu en l'air ton personnage en un mois. Et enfin, le meilleur catcheur du mois de mai, oh mec, Seth Rollins. C'est l'actuel champion intercontinental. Je veux pas remettre de l'huile sur le feu avec Brock Lesnar, mais Seth Rollins a défendu son titre 4 fois, 5 fois ce mois-ci.
Ah, 4 fois, pardon. La semaine dernière, il a pas défendu son titre. Tous ces matchs sont incroyables, c'est-à-dire que, comme on l'a déjà dit, le match de Backlash était incroyable. Le match qu'il a eu ensuite contre Finn Balor était également incroyable. Il a eu un match contre Mojo Rawley qui était correct. Mojo Rawley est une daube, alors un match correct contre lui, c'est vraiment vachement bien. Et le pire, c'est que c'est pas tout le temps les mêmes matchs. C'est un peu ce qu'on peut faire comme reproche à la WWE, c'est que les matchs se ressemblent souvent beaucoup. Seth Rollins, tous ces matchs sont différents. Voilà, c'est tout pour le classement du mois de mai. On va terminer cet épisode sur le Regal du mois. Qu'est-ce qu'un Regal du mois? Waouh, j'ai pas du tout préparé cette phrase, du coup ça va être un peu laborieux. Si vous-même, vous n'êtes pas familier au catch, ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas familier au catch, vous regardez l'épisode et vous tweetez sa réaction ou votre réaction avec le hashtag Regal, et je sélectionne le plus drôle, le plus pertinent, le plus cocasse, celui qui me semble le mieux, et je le lis en direct à la fin de la vidéo. C'est pas du tout en direct, je dis de la merde. Thundermouche nous fait remarquer: ma copine a regardé ce soir du catch pour la première fois, elle était pour presque tous les face, les gentils, sauf Nakamura, qui est un heel, un méchant. Et la soirée s'est terminée en yes chance, elle est même prête à recommencer. On n'a pas super envie de savoir comment se terminent tes soirées avec ta copine. En particulier, si ça se termine en yes chance, j'ai pas très envie de t'imaginer, si tu veux, avec ta copine en train de faire yes! Sur le hashtag Regal, j'ai eu beaucoup de questions et malheureusement, je vais pas pouvoir répondre à toutes. En revanche, si vous suivez la chaîne Links Off, vous allez pouvoir avoir des réponses. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui parle de toutes les règles du catch en général. Sinon, si vous avez des questions plus précises concernant ce mois-ci, vous pouvez laisser des commentaires et quelqu'un de gentil, peut-être même moi, donc du coup un gros connard, vous répondra. Si vous êtes français de France, il n'y a qu'une seule solution, c'est AB1 à 20h40 le mercredi et le vendredi pour Raw et SmackDown. J'imagine qu'il y a des façons de les regarder sur internet gratuitement. Si ça vous dérange pas de suivre les émissions en anglais, vous pouvez chercher Watch Wrestling sur Google et je vous invite à ne pas cliquer sur le premier lien qui est totalement illégal, gratuit, complet, sur lequel vous pouvez avoir Raw, SmackDown, 205 Live et NXT, donc les 4 émissions dont je parle dans cette émission. Je tenais également à remercier les membres de l'équipe Cultaholic, la chaîne YouTube Cultaholic, qui m'ont redonné goût au catch il y a un an. Je dis Cultaholic, c'était à l'époque où ils étaient encore chez What Culture Wrestling, notamment avec Adam Blampied. Ça m'a replongé dans le monde du catch, qui est une passion qui avait fini par se ternir, et vous m'avez rappelé que finalement la seule chose qui me manque pour qu'une passion vive, c'est le partage, c'est savoir qu'on peut communiquer avec des gens autour de ça. C'est pour ça que je fais cette émission, pour que la passion vive. Et moi ça me fait du bien, et c'est en partie à vous que je le dois. Je vais sous-titrer cette partie-là parce que vous parlez anglais, donc vous ne comprenez pas un mot de ce que je dis. Voilà, thank you very much. I owe you one. On se retrouve le mois prochain pour Touch numéro 2 sur le mois de juin. En juin, nous aurons le pay-per-view Money in the Bank dans la nuit du 17 au 18, je crois, à 1h05 du matin en France. C'est en direct sur AB1. Le concept des matchs Money in the Bank, parce que c'est très intéressant et c'est pour ça que je tiens un peu à vous en parler, ce sont des matchs à l'échelle à 8. Il y a une mallette suspendue au-dessus du ring. Celui et celle qui arrivent à s'emparer de la mallette ont le droit à un match de championnat quand ils veulent, où ils veulent. Ça peut très bien être après un match où le champion en a pris plein la gueule. Le gagnant de la Money in the Bank, ou la gagnante, peut arriver et dire « Voilà, je veux mon match maintenant ». Et tu peux pas dire « Le champion est tout bousillé, il n'arrivera pas à se défendre ». Rien foutre, je veux mon match maintenant. Et il a son match. Donc ça apporte énormément de sel à tout ce qui va se passer après dans l'année. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai convaincu, j'espère que ça s'est bien passé, j'espère que tout était chouette, j'espère que je ne me suis pas chié dans mon montage, et j'espère aussi que je me suis pas chié dans mon export, parce que là, pendant que vous regardez cette vidéo, si vous la regardez au moment où elle est sortie, je suis au Geek Ferries. Non, sérieusement, je peux pas surveiller je peux pas surveiller comment va la vidéo, alors soyez sages dans les commentaires, je verrai tout demain, et bonne soirée à tous. C'était Statch. Hey, tu es resté jusqu'au bout du premier épisode de Statch, tu es un amour, et j'ai envie de te faire un cadeau. Malheureusement, je suis radin, alors c'est Spotturn qui va te faire un cadeau. Spotturn, dis-tu? Spotturn, te réponds-je. C'est un site où tu peux référencer les t-shirts, les figurines, les casquettes, les costumes, les accessoires, absolument tout ce qui apparaît dans mes vidéos. Trouve où tu peux acheter ces objets et renseigne l'adresse sur Spotturn directement. Celui ou celle qui aura donné le plus d'informations entre le dimanche 3 juin et le lundi 18 juin gagnera à sa convenance soit un week-end à Londres, ainsi qu'un pass pour le studio Harry Potter, soit un casque de réalité virtuelle Oculus Rift, soit 500 € de bon d'achat pour des figurines Funko Pop. Qui va dépenser 500 € dans des Funko Pop? On s'en branle de ton avis. C'est toi qui choisis ton prix. Va sur Spotturn, renseigne les adresses et choisis parmi ces 3 merveilleux cadeaux.